Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie les amis de ma mini-série, on va appeler ça comme ça, sur Pep Guardiola. Cette fois-ci on va revenir sur le passage de Pep Guardiola, ses gloires et ses succès, ses échecs, tout ça. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Je vais commencer ce chapitre par vous lire un petit passage, je vais vous faire un peu la lecture. Barcelone avait atteint le sommet de son jeu et avait anéanti les champions de Première Ligue. Personne ne nous a jamais donné une raclée comme celle-là, mais ils le méritent, dit l'entraîneur de United, Sir Alex Ferguson. Ils jouent de la bonne façon et prennent plaisir à leur football, ils vous hypnotisent avec leur jeu de passe et nous n'avons jamais contrôlé Messi. C'est la meilleure équipe que j'ai affrontée depuis que je suis manager. Cette performance contre United n'était pas la meilleure de Barcelone cette saison-là, celle-là était probablement la victoire 5-0 sur le Real Madrid en novembre 2010, le premier classico de Mourinho à la tête du Real. Wayne Rooney, qui avait regardé le match à la télévision, avait admis qu'il s'était levé de son siège pour applaudir. Il n'avait pas été le seul à le faire, le style de Barcelone était encensé dans le monde entier. Avant de revenir sur le passage de la Pep Team de 2010, tout ça et tous ses succès, on va quand même commencer par le début. Le Barça sort d'une saison 2007-2008 assez compliquée. C'est la fin de l'ère Rijkaard, ça se passe pas très bien, les résultats ne sont pas là, l'équipe elle pratique plus vraiment un football très plaisant non plus. Les supporters, pour le peu qui viennent encore au stade, de ce que je me souviens, on les voyait agiter un mouchoir blanc. Dans les tribunes, ils étaient là, voilà. La relation, elle était un peu compliquée entre les supporters et l'équipe. L'équipe championne d'Europe 2 ans plus tôt était arrivée peut-être à bout de souffle. Et malgré l'ascension de Léo Messi, elle n'y arrivait plus. Laporta devait trouver une solution, et comme il le dit lui-même, tout crack qu'il était, Ronaldinho est probablement resté une année de trop, une saison de trop, et c'était un peu la même chose pour Rijkaard. Il disait que c'était un bon gars, que voilà, il avait fait du très bon travail au Barça en tant que coach, mais que c'est pareil, c'était peut-être la saison de trop pour le coach. Laporta souhaite faire une purge et démarrer un nouveau cycle. Pendant la saison 2007-2008, donc la dernière de Rijkaard, le président commence à penser un peu à la suite et il se dit qu'il serait temps de changer un peu les choses, comme je l'ai dit. Et en plein milieu de la saison, il a déjà l'idée de changer de coach, c'est-à-dire de virer Rijkaard en plein milieu de saison et dès l'hiver, changer de coach. Rijkaard, je le rappelle, qui avait été conseillé par Cruyff. On le sait, Laporta, il aimait beaucoup évidemment Cruyff, donc il prenait quand même énormément conseil sur la légende du Barça. Laporta discute avec des membres de la direction sportive pour avoir des noms un petit peu, pour avoir leur avis. Tchiki, qui bosse maintenant avec Guardiola à City, qui à l'époque était directeur sportif donc, lui parle beaucoup, lui rabâche souvent. Il y a Pep, il fait du bon travail, frérot, avec l'équipe B. On pourrait penser peut-être à lui. Laporta, lui, il a une autre idée. Comme je l'ai dit, il aimait beaucoup Cruyff. Et son idée, c'est de faire revenir Cruyff dès le mois de décembre avec Pep en adjoint. Il va voir Cruyff, il lui dit je sais que tu n'as plus envie de coacher tout ça, je suis désolé de te demander ça, mais j'aimerais que tu reviennes une dernière fois en tant que sauveur, on va dire, sauver comme ça le club d'une situation un peu compliquée, et que tu reviennes aux commandes de l'équipe, donc diriger l'équipe une dernière fois avec comme adjoint donc Pep Guardiola, le temps qu'il se fasse un petit peu et qu'il prenne un peu de l'expérience au haut niveau. Cruyff lui dit attendons un peu, je pense que Pep est prêt et qu'il n'a absolument pas besoin de moi. Pas la peine d'aller chercher ailleurs ce qu'on a ici, parce que Laporta lui demande aussi est-ce que c'est une bonne idée de prendre Pep ou est-ce que je dois me diriger vers d'autres coachs, tout ça, ça parlait de Mourinho à l'époque. Cruyff lui dit pas la peine d'aller chercher ailleurs, ce qu'on a ici, on a tout ce qu'il nous faut avec Pep. Quelques mois plus tard, Guardiola débarque de l'équipe B avec son adjoint, donc Tito Vilanova, tous deux enfants de la Masia, enfants du club. Guardiola, il arrive avec beaucoup de pression, mine de rien, c'est sa première expérience, tout ça en tant que coach, donc forcément, il y a toujours la pression qui va avec, mais comme je l'ai dit, ça reste un enfant du club, ça reste un Catalan, donc évidemment, il y a ce côté un peu protecteur de la part des socios, tout ça de la communauté. J'ai envie de dire, catalane, c'est un ancien joueur, l'ancien capitaine de la Dream Team de Cruyff, tout ça, donc il y a quand même un héritage derrière, et je pense que ça a fait passer aussi un peu plus facilement la décision de Laporta. Avant de prendre ses fonctions, Guardiola, il a, pendant l'été, tu vois, avant de démarrer en tant que coach du Barça, il est allé voir quand même plusieurs coachs, dont Bielsa, El Loco, qu'il admire énormément. Ils ont passé des heures et des heures, la légende même dit que ils auraient mangé ensemble quelques petits trucs, quoi, grignotés, et parlé football pendant 11 heures apparemment. À ce qui paraît, ils ont passé toute la nuit, de la nuit jusqu'au matin, à discuter football, à discuter tactique, à discuter comment presser, garder un bloc aussi haut, tout va, sans se faire prendre en contre-attaque, enfin bref, de la tactique football pur et dur, et ils ont parlé football comme ça pendant des heures. L'anecdote est assez
folle, je dirais. Donc probablement que Guardiola il a voulu un peu se conforter dans ses idées parce que avec l'équipe B, forcément il avait des idées de jeu, il avait moins de pression derrière, il n'y avait pas cette pression du résultat, c'était uniquement du football comme ça, sans pression, juste du plaisir, tu vois, former des jeunes, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il est allé voir des coachs comme ça, plusieurs coachs ou des gens qu'il connaissait. Il est allé voir aussi Juanma Lillo, personnage dont on a parlé évidemment dans le premier chapitre, qui l'a rejoint après plus tard quand il était à City. Il est même allé voir Van Gaal avec qui ça s'était pas forcément très bien passé, tu vois, ils étaient pas forcément très copains, mais au final il était quand même allé voir comme ça plusieurs coachs. Donc Pep arrive dans l'équipe, une équipe qui a certes beaucoup de talent, mais où il manque peut-être un petit peu de rigueur. On a quand même un vestiaire rempli de stars avec des joueurs qui sont quand même un peu en fin de carrière et qui font un peu, je dirais pas peut-être la loi dans le vestiaire, mais qui font peut-être un peu ce qu'ils veulent aussi, tu vois, c'est cette mentalité du football peut-être d'avant, je ne sais pas. Il met rapidement en place des règles, un règlement au sein du vestiaire, donc ça me fait penser un petit peu à quelqu'un, et il exige une discipline et un engagement total de la part des joueurs. À l'image de ce qu'on voyait sur le terrain, il fallait qu'en dehors du terrain, ils montrent tout autant d'engagement. Donc la révolution est en marche, Deco, Ronaldinho, Zambrotta, Thuram, Edmilson entre autres partent du club. Daniel Alves, Leb, Sedou Keita, Piqué et Busquets arrivent au club. Guardiola en parlera quelques années plus tard, mais il disait que c'était beaucoup plus facile de faire passer ses idées de jeu, faire passer des nouvelles idées comme ça à une équipe quand t'avais une bonne partie de l'équipe qui s'en allait, que tu changeais quoi. Si t'arrives dans une équipe comme ça qui a tout gagné, comme il l'a fait au Bayern plus tard, mais on y reviendra dans le prochain chapitre, si t'arrives dans une équipe qui a tout gagné et tu changes quasiment personne dans l'effectif, c'est difficile après d'aller chercher la motivation, d'aller trouver de la motivation chez les joueurs. C'est plus difficile que quand t'arrives comme ça dans une situation où les joueurs finalement sont un peu au fond du trou, dans une situation assez compliquée, une saison complètement ratée, on va dire la saison juste avant. C'est un peu le plus facile pour dire il faut changer tout. Tu comprends. Pep le dit lui-même, c'est assez difficile de pratiquer le football d'opposition parce qu'il requiert une bonne dose d'humilité chez les joueurs. Les joueurs doivent faire des efforts, pratiquement jamais toucher le ballon, mais libérer des espaces pour leurs coéquipiers en faisant des courses, mettre un pressing très intense et finalement ils touchent le ballon, je sais pas, quelques secondes par-ci par-là. Et c'est assez difficile comme ça de dire à un joueur il faut jouer comme ça, tu verras. Ça sera bien pour l'équipe. Et quand tu touches le ballon pendant ces quelques secondes, tu dois être décisif. Donc forcément, le football d'opposition comme ça, c'est assez difficile de faire passer ce message-là aux joueurs et leur faire comprendre que c'est bien de jouer comme ça. Tu vois, quand on a tous joué au foot, quand tu joues au foot, t'as envie de toucher le ballon un maximum de temps et garder le ballon, tout ça. T'as envie un peu de t'amuser, quoi. Donc il arrive dans une équipe où on a des Messi, Xavi, Iniesta. Rajouter à ça Busquets, Puyol, Victor Valdés, Piqué, des joueurs qui ont grandi comme ça dans ce moule-là, c'est de suite un peu plus facile. Pour sa première saison, il gagne tout simplement, tout ce qui est possible de gagner. C'est peut-être ça aussi un peu le problème entre guillemets de Guardiola, c'est que pour sa première saison en tant que coach, rendez-vous compte quand même, c'est assez fou de se dire ça, mais pour sa première saison en tant que coach professionnel d'une équipe de football, il gagne tout ce qui est possible de gagner. Donc vous démarrez votre carrière en vous disant que de toute façon maintenant vous ne pourrez jamais faire mieux. C'est assez difficile. Alors oui, il faut chercher de la motivation, se dire que il faut que j'essaie d'aller gagner autant. Essayer de renouveler l'effort, tu vois, chaque année, gagner autant de trophées possible chaque année. Mais toujours difficile. Tu commences ta première année, frérot, tu gagnes tout ce qui est possible de gagner. T'as fini le football quasiment, j'ai envie de dire, alors que tu l'as à peine commencé. Donc c'est peut-être le plus gros problème qu'a eu Guardiola dans sa carrière, et peut-être un de ses plus gros problèmes, on va dire, qu'il a eu au Barça en tant que coach. Donc pour sa première saison, c'est aussi cette saison-là où on voit pour la première fois Messi en faux neuf. Guardiola, il est souvent associé à ce genre de génie tactique, de changement de poste, tout ça. Donc évidemment, Guardiola, le poste de faux neuf, il ne l'a pas inventé, ça a été inventé, je sais même plus par qui, dans les années 40, c'est un truc improbable, mais voilà. Mais disons que Guardiola l'a un peu remis au goût du jour et que finalement Messi, ça l'a fait exploser, même si tout le monde connaissait le talent de Messi, mais Messi en faux neuf pour la première saison de Guardiola, c'est vraiment là que le gars a explosé aux yeux du monde. Donc pour l'anecdote de Messi en faux neuf, tout s'est passé la veille d'un classico, le 1er mai 2009. Il était 22h, voilà, Guardiola était seul au centre d'entraînement, il était tard, il faisait nuit, il était dans son petit bureau comme ça en train de réfléchir. Souvent Guardiola, ce qu'il aime faire la veille des matchs, c'est qu'il se remet
remate des séquences de l'équipe adverse, les points faibles, tout ça, c'est les analyses de Guardiola qui lui sélectionne, on va dire, des morceaux de matchs, concrètement des petites vidéos. Il regarde aussi des matchs entiers, je sais pas si ça il le fait la veille, je m'en souviens plus, mais il passe 2 jours à disséquer les matchs comme ça, tu vois, et la veille de match, il se met dans son petit bureau, il se met un petit peu de musique, il se prend une petite boisson tranquillement, et il se met dans une ambiance un peu cocooning, tu vois, et il regarde un peu les séquences, et il cherche des points faibles. Il cherche la solution à une question: comment déstabiliser l'adversaire. Donc le Real à l'époque est invaincu depuis 17 matchs quand même, donc ce n'est pas rien, la tâche s'annonce un peu compliquée, mais il remarque quelque chose, il remarque que quand les milieux du Real ils montent pour presser les milieux adverses, et bien les défenseurs du Real, la charnière centrale, ne montent pas en même temps que le bloc. C'est-à-dire qu'on a une équipe qui se coupe en deux. Et ça, il remarque qu'il y a un espace qui est assez grand entre les milieux du Real et entre la défense du Real. Et là, c'est comme un flash qui vient, une ampoule qui s'allume au-dessus de sa tête, et il a cette vision de Messi en train de se balader entre ces lignes-là. Et il se dit, bingo! On y va. Il prend son téléphone, il est là, il appelle Messi. Ouais, Léo, c'est Pep à l'appareil. Je sais qu'il est tard, frérot, mais viens au centre d'entraînement, j'ai besoin de te parler. Donc 30 minutes plus tard, il y a Messi qui arrive, qui débarque, je sais pas s'il débarque en pyjama, en tongs, mais pour l'histoire, on va dire que oui. Il débarque dans le bureau de Pep, il lui dit: qu'est-ce qui se passe, frérot? Qu'est-ce qu'il y a? Al final, bobo. Et Pep, il est un peu psychopathe, tu vois. Pep, quand on parle de football, il y a rien d'autre qui existe. Donc le direct, il lui montre les vidéos. Regarde-moi ça. Regarde, tu vois les milieux, tu vois la défense, ils montent pas. Là, tu vois cet espace-là. Il lui dit: il faut que tu joues dans cet espace-là. Il lui dit: tu commenceras à jouer sur l'aile droite, et puis quand je te ferai signe, tu changeras de position avec Samuel Eto'o, tu te mettras dans l'axe. Comme il l'avait fait d'ailleurs dans ce début de saison, il avait essayé Messi en faux neuf contre Rijon à l'époque. Il lui avait dit, comme face à Rijon, quand le milieu comme ça va monter pour presser, et que dès que Iniesta ou Xavi touche la pelota, tu vas direct faire un appel dans le dos des milieux. Donc la discussion entre Messi et Pep est restée secrète jusqu'au lendemain. Pep, il en a parlé forcément à Tito, son adjoint, lui a expliqué un peu le délire, et à quelques minutes aussi du coup d'envoi, il en a quand même parlé un peu à certains joueurs, c'est-à-dire à Xavi, à Iniesta et sûrement à Samuel Eto'o, j'imagine. Si Eto'o n'est pas prévenu, c'est un peu bizarre. Donc l'histoire retiendra évidemment que le Barça est venu écraser le Real chez eux, 6-2, et que Messi en faux neuf, évidemment, ce n'était que le début. Donc les idées, Pep, il les a, ça c'est pas le problème. Le problème un peu de Pep dans son début de carrière en tout cas, c'est son management. Tu passes d'une équipe de jeunes, comme ça, des jeunes gamins, des jeunes bambins qui s'amusent en division 3, que tu fais passer en division 2, c'est bien, à investir 2 stars, mine de rien. Ça t'arrive au Barça quand même si, je veux dire, il a été joueur du Barça, il sait ce que c'est. Tu deviens coach et tu dois gérer des stars. Et c'est là que le problème arrive, évidemment. Samuel Eto'o, tout grand joueur qu'il a été, a aussi quand même, on peut le dire, même si j'aime beaucoup Samuel, il a quand même un sacré melon, j'ai envie de dire. Donc Pep tient aussi sûrement de Cruyff dans sa façon un peu de manager, on va dire avec passion, on va appeler ça comme ça pour être gentil. C'est pas forcément du goût de tout le monde. Samuel Eto'o disait: j'ai d'abord rappelé à Pep qu'il n'avait jamais été un grand joueur. Il a dit: tu as été un bon joueur, mais pas un grand joueur. Donc Guardiola, il a toujours provoqué des réactions quand même assez tranchées. Soit tu l'aimes, soit tu le détestes, j'avais l'impression en tout cas. Et ses problèmes de vestiaire, il a toujours dû faire avec. C'est ça quand tu coaches évidemment des grandes équipes. Les médias parlent de tiki-taka de Guardiola. Guardiola, lui, il aura un peu ce mot, on va dire en horreur. Il le répétera encore de nombreuses fois, même après au Bayern. Lui, il parle plutôt de juego de position, de jeu de position. Le tiki-taka, il le dit toujours, c'est juste faire des passes pour des passes. Ça n'a aucun but, aucun objectif, aucun sens. Tiki-taka, c'est le bruit des crampons en cuir sur le ballon. C'est tout ce que c'est. Donc le problème qui se pose maintenant, comme je disais tout à l'heure, c'est que Guardiola, lui, pour sa première année, il a tout gagné. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Comment faire mieux? Comment se motiver soi-même et motiver son équipe. La fin de saison scellera un peu le départ de Samuel, qui est parti à l'Inter. On a échangé Eto'o avec Zlatan Ibrahimovic. Autre problème, peut-être que la venue de Zlatan a montré à Pep que finalement Samuel Eto'o, c'était plutôt un gars très facile à vivre. Donc Zlatan débarque au club, tout content, et on va rapidement comprendre que de toute façon ça n'aurait jamais pu marcher. Donc on connaît tous le personnage, pas besoin de le présenter, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Zlatan, il a une haine très profonde envers Pep Guardiola, au point de démarrer son autobiographie. Donc moi Zlatan, je crois que ça s'appelle, je sais plus. Les 2 premiers mots de son autobiographie sont:
Pep Guardiola. Déjà, ça pose un peu le truc, à quel point il est dans sa tête. Donc la première chose qui saute aux yeux quand Zlatan il arrive au Barça, c'est qu'il voit des joueurs qu'il appelle lui-même des petits écoliers. Il voit des Xavi, des Iniesta, des Messi, des mecs qui ont tout gagné, se comporter comme des écoliers et faire ce qu'on leur demande tout simplement sans dire quoi que ce soit. Lui il débarque d'Italie, il dit que si le coach demandait à la star de l'équipe de sauter pour mettre une tête, j'en sais rien, eh ben le gars allait lui répondre au coach, tu vois, pourquoi tu veux que je saute ? Pourquoi je ferais ça ? Donc tu vois à peu près la mentalité du bonhomme, il arrive dans un univers qui est pas du tout fait pour lui. Mais il se dit, on va quand même s'intégrer, je vais fermer ma bouche, je vais rentrer dans le moule. Zlatan fait profil bas, à tel point que son agent de l'époque, donc Mino Raiola, ne le reconnaît plus. Il lui dit, t'es devenu un agneau frère. Qu'est-ce qui se passe ? Et pendant que Mourinho, le gentil Mourinho d'après Zlatan, prenait des nouvelles de Zlatan, comment tu vas mon petit Zlatan ? Eh bien Pep Guardiola lui demandait d'avoir un peu de rigueur et de discipline et voilà, il le martyrisait, j'ai envie de dire, à l'entraînement en lui disant tu joues au Barça et tout, c'est un peu compliqué la vie. Donc toute cette histoire évidemment finit très mal, surtout il y a eu une explosion de colère dans le vestiaire. Ça s'est passé après une élimination, un match après l'élimination de Ligue des Champions, donc le Barça de Guardiola se fait éliminer par l'Inter de Mourinho, on s'en souvient très bien. Donc le match d'après, je crois que c'était un match contre Villarreal, Guardiola met Zlatan sur le banc et le fait rentrer 5 minutes. Donc Zlatan forcément il boue intérieurement, il explose dans le vestiaire. Il rentre après la fin du match, il rentre un peu plus tard, pas directement, il y avait quasiment plus personne dans le vestiaire, il y avait Yaya Touré je crois et Pep Guardiola. Donc il explique un peu, il dit que là il a explosé, il a vu Guardiola, il l'appelle son ennemi, j'ai vu mon ennemi dans le vestiaire et là il a explosé, il a shooté dans une boîte en métal et il lui a gueulé dessus concrètement. Il lui a dit tu n'as pas de couilles, tu te fais dessus face à Mourinho. Donc Zlatan s'attendait à ce que Pep réponde, tu vois, lui dise comment tu me parles, frère, tu me dois le respect, tout ça. Pep ne dit rien. Il ne dit pas un mot et il ramasse la boîte en métal, il la pose et il s'en va. Donc Zlatan, c'est pour ça qu'il appelle Pep Guardiola le lâche, tout ça. Cet épisode-là, forcément, elle scelle évidemment encore une fois la fin de l'histoire, cette triste histoire de Zlatan au Barça. Les deux ne se sont pas parlé après jusqu'à la fin de la saison et Zlatan ne regardait même plus Guardiola. Zlatan lui reprochera quand même beaucoup de choses, principalement de ne pas avoir été franc et de ne pas avoir fait passer des messages directement, tu vois, mais par d'autres gens ou indirectement. Il appelait un peu le psychologue, tu vois. Je pense qu'il lui reprochait aussi de ne pas le traiter, on va dire, comme une star, un mec à part. Il avait un petit peu aussi de jalousie envers Messi, même si il acceptait le fait que Messi soit un joueur PlayStation, comme il l'appelait, que c'était impossible de l'arrêter, qu'il était le meilleur. Mais il avait un peu cette petite haine un peu, parce que il disait que Messi lui-même avait demandé à Guardiola de le replacer dans l'axe, tout ça, alors que, comme si c'était l'idée de Messi, alors que Pep, comme on l'a dit juste avant, avait déjà mis Messi en faux neuf dans l'axe, donc la saison d'avant. Donc la deuxième saison de Pep, elle se finit mine de rien pas hyper bien. Il y a peut-être le contre-coup aussi d'avoir tout gagné pour la première saison. La deuxième saison comme ça se passe pas très bien en plus dans le vestiaire. C'est peut-être assez logique, une équipe comme ça qui n'a pas l'habitude de gagner peut-être autant de trophées. Ça faisait quelques temps qu'ils n'avaient pas gagné de trophées. Et là pour la première saison, ils gagnent tous les trophées possibles. Évidemment, t'as le contre-coup la saison suivante. Ça peut pas se passer parfaitement non plus. La troisième saison fut l'apothéose pour moi, pour beaucoup de monde aussi, je pense. La consécration, je sais pas comment l'appeler, mais la Pep Team, considérée sûrement par beaucoup de monde et par moi-même en tout cas, comme la meilleure équipe de football de tous les temps. Le Real a la bonne idée de ramener Mourinho, qui avait éliminé donc Guardiola la saison d'avant. C'était un peu l'antidote, il faut stopper Guardiola, il faut stopper le Barça. On va ramener un mec qui va concrètement, on va pas se mentir, qui va venir foutre le bordel. Le Real pense avoir trouvé l'antidote à Guardiola. Malheureusement, on va voir très rapidement que non, c'est dommage. Le Barça de cette saison-là marche sur pas mal de monde. Alors évidemment, on ne gagne pas tout, et c'est surtout sur le terrain en fait que vraiment c'est exceptionnel. Les joueurs se comprennent à la perfection, c'est très fluide. Zlatan est parti et Villa l'a remplacé, et là on atteint un football qu'on a rarement atteint depuis. Donc cette saison-là, on assiste à évidemment une des plus grandes fessées qu'on a mise, la Manita, évidemment, à domicile. On s'en souvient tous de ce match-là. Il y avait l'anecdote avant le match, Ronaldo qui disait on verra s'ils vont nous en mettre 9 ou 8 ou un truc comme ça, parce qu'on avait battu 8 ou un truc comme ça à Almeria, je crois, il me semble. Donc Ronaldo qui dit on verra s'ils vont nous mettre 8 ou 9 buts, et finalement on leur en a mis 5, et ça restera comme un des plus beaux matchs de tous les temps. Le Barça maîtrise le Real, ils font même tourner un peu en bourrique Ronaldo, qui, vous avez sûrement vu la scène, qui essaie de faire le pressing,
comme ça, mais le Barça fait tourner le ballon et il se retourne vers ses coéquipiers et il hurle et il fait des gestes d'énervement parce que personne ne peut suivre de toute façon. Pendant cette saison-là aussi, il y a un affrontement, un double affrontement même en Ligue des Champions entre le Barça et le Real, donc nouvel affrontement entre Pep et entre Mourinho. Mourinho qui s'active énormément, j'ai pas envie de dire en coulisses, mais plutôt sur un autre terrain qu'un terrain de football, c'est-à-dire les conférences de presse. Donc avant la confrontation Barça-Real en Ligue des Champions, ça s'est passé le 26 avril 2011. Donc Pep et l'équipe, ils mangent à un hôtel de Madrid, privé, un salon privatisé, bref. Il y avait la télé dans le dos de Guardiola, on va dire Guardiola est de dos en train de bouffer, et on entend à la télé, on entend la conférence de presse de Mourinho qui attaque concrètement Guardiola, qui se fout un peu de sa tronche. Mourinho dit une nouvelle ère a commencé, maintenant les coachs peuvent se permettre de critiquer l'arbitrage, même quand l'arbitrage a raison. C'était par rapport à une phrase qu'avait dit Guardiola, tout ça sur un match d'avant, je sais plus exactement. Donc tous les joueurs du Barça qui ont vu ça, qui ont assisté à cette conférence de presse, qui ont vu à la télé, ils étaient un peu choqués. Il y avait sûrement un bon gros blanc, un silence total dans la salle. Ça a foutu une ambiance un peu bizarre. Et c'est là que Pep s'est décidé, c'est bon. C'est maintenant que je vais lui répondre. Parce que Pep, il s'était, on va dire, à l'époque, interdit de répondre à Mourinho. Il laissait couler. Il répondait pas forcément sur ce terrain-là parce qu'il disait, moi, je vais répondre sur le terrain de foot. De toute façon, j'ai pas besoin de parler dans la presse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le football. Mais Mourinho, il n'est pas uniquement venu pour battre le Barça, il est venu pour, disons, les battre, mais de toutes les manières possibles. Et ça passe aussi par des conférences de presse et des attaques tous les jours. Donc Pep, il dit, cette fois-ci, c'est la bonne, je vais lui répondre et je vais lui faire fermer sa bouche, disons. Là, le staff, on va dire, du Barça, les dirigeants, les types, la direction sportive, le président, tout ça, disent à Pep et lui répètent de ne pas répondre, de ne rien dire, de se laisser couler, de fermer sa bouche. Donc Pep, il se sent pas forcément soutenu d'ailleurs par sa direction à ce moment-là, il se dit, il y a un problème, tu vois, pourquoi je devrais fermer ma bouche, tout ça. Sachant qu'à l'époque, si je me trompe pas, le président c'était Sandro Rosell. Ce n'était plus Laporta. Donc toute l'équipe savait qu'il se préparait quelque chose. Il sentait dans l'air qu'il allait se passer quelque chose. Et Guardiola, évidemment, arrive en conférence de presse. Et pour ceux qui connaissent la conférence de presse, c'est une conférence de presse assez mythique. Parce qu'on voit un Guardiola quand même assez énervé. Il dit, Mourinho, je pourrais pas le battre sur ce terrain-là. En conférence de presse, dans la presse, Mourinho est un putain de chef. Él es el puto jefe, el puto amo. Il dit en dehors du terrain, il a déjà gagné. Il m'a battu, c'est le meilleur. Il a dit je lui décerne une Ligue des Champions d'en dehors des terrains, quoi, de conférence de presse. Qu'il la ramène chez lui et en profite bien, voilà, qui kiffe bien sa vie. Il a dit après, il a fini par j'ai appris énormément avec José, que ce soit sur le terrain ou à la télévision, mais en dehors du terrain, humainement, je n'ai rien à apprendre de lui. Donc après, Pep Guardiola, voilà, il part, il revient à l'hôtel et quand il arrive à l'hôtel, toute l'équipe, tout le staff l'accueille en l'applaudissant. T'as bien fait de répondre, frérot, t'es un vrai gars, viens là mon gamin. Donc Guardiola gagne à nouveau la Ligue des Champions, sa deuxième en 3 ans. Problème de riz, j'ai envie de dire, il commence aussi à se poser des questions évidemment. Comment faire pour continuer à motiver ses joueurs, tout simplement. T'as gagné 2 Ligues des Champions en 3 ans. C'est dur. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, Alex Ferguson dira que c'est l'équipe la plus forte qu'il a affrontée et qu'ils auraient pu jouer pendant des heures contre le Barça, ils n'auraient jamais gagné. Donc la dernière saison fut peut-être celle de trop, je pense, ça c'est peut-être mon avis. Pep, dans son obsession de toujours révolutionner l'équipe, trouver des nouvelles idées, tout ça, peut-être s'est enfoncé un peu aussi dans ses idées et on est devenu un peu une caricature de nous-mêmes aussi dans cette saison-là. Jouer toujours plus haut, sans attaquant, on fait venir Fabregas à ce moment-là, on avait aussi Alexis Sanchez, je crois bien, mais on jouait avec Fabregas en faux neuf, avec Messi, on avait carrément à moitié 2 faux neufs, tu vois, bon ça n'existe pas mais tu m'as compris. En attaque on avait, je me souviens d'un match contre Santos, Coupe du Monde des clubs, si je me trompe pas, où on joue avec un ailier, Daniel Alves à droite, à gauche on avait Thiago Alcantara, en attaque on avait Fabregas et Messi qui jouent pas forcément comme un neuf, ni l'un ni l'autre. Au milieu on avait Busquets, Xavi et Iniesta, et en défense on avait une défense à 3, si je ne m'abuse, Puyol, Piqué et Abidal. Donc on a vraiment des idées comme ça de Guardiola qui peut-être partent un peu trop dans l'excès. Le Barça devient aussi trop prévisible, à toujours vouloir jouer trop haut, tout ça. On arrive contre des équipes de plus en plus qui posent le bus et qui uniquement jouent comme ça contre nous. Et ça devient quand même assez désagréable même de voir des matchs du Barça parce que les adversaires en face,
ça fout la haine. Je me rappelle, ça fout la haine. Il me semble que cette saison-là, si je me trompe pas, on est éliminé par Chelsea en Ligue des Champions. Et je me souviens encore de cette défaite. Et ma porte de chambre aussi de l'époque s'en souvient encore. Donc entre-temps, comme je l'ai dit, Rossell est devenu président, Laporta est parti. Et il y a quand même pas mal de choses qui ont changé au sein de la direction. Et ça devient quand même un peu plus froid. Seulement quelques mois après avoir été nommé par Laporta président d'honneur, Cruyff est destitué de ce poste-là, on va dire, de ce poste honorifique par Sandro Rossell. Donc ça, c'est un peu aussi la provocation, l'humiliation, j'ai envie de dire, de la part des dirigeants qui veulent tout couper par rapport à Cruyff. J'ai envie de dire, ils veulent laisser ça de côté. Ils veulent couper, évidemment, avec l'ancien président Laporta, qui est un Cruyffiste, un Cruyffista, qui est vraiment pour la philosophie de Cruyff, tout ça. Et les nouveaux dirigeants veulent couper avec tout ça, évidemment. Ils veulent quand même prolonger Pep Guardiola pour 6 ans. Ils lui proposent un contrat de 6 ans, tout ça, que le Pep l'accepte pas évidemment, mais voilà, ça dégage Cruyff comme ça, sans aucun respect, j'ai envie de dire, pour la légende qu'il est, et ça passe quand même difficilement pour Guardiola. Et le karma s'en occupera bien plus tard avec Rossell, avec ses problèmes en justice. Guardiola finit la 4e saison, j'ai envie de dire, épuisé, fatigué de toute cette pression peut-être, fatigué aussi de toute cette énergie. Pep Guardiola, on le sait, c'est un entraîneur qui met beaucoup d'énergie dans ce qu'il fait, on le voit sur le bord du terrain qui s'agite, mais aussi il n'arrête jamais en fait. On le verra dans la 3e partie de cette mini-série où on parlera un peu plus tactique et des entraînements, tout ça, mais dans son discours au jour le jour, à l'entraînement, tout ça, il n'arrête jamais. Guardiola, c'est un bosseur de l'extrême, j'ai envie de dire. Il s'arrête jamais de vouloir trouver des idées, de trouver des nouvelles solutions, des nouvelles idées pour tromper l'adversaire. Il analyse constamment les équipes adverses. Guardiola, un de ses proches, le dira plus tard aussi dans des livres, mais un de ses adjoints à City et au Barça aussi, je crois que c'est Manuel Stiarte, qui dit que Pep, c'est la loi, on va dire, il appelle, je sais plus exactement comment il l'appelle, la loi des 32 minutes avec Pep, c'est-à-dire que il ne peut pas ne pas parler de football plus de 32 minutes. C'est-à-dire que pendant à peu près 30 minutes, il va oublier le football, il va passer à autre chose, il va manger, il va boire un coup avec ses amis, tout ça. Et puis d'un coup, au bout de 30 minutes, bam, il va repartir dans son truc. Tu vas voir le gars, il va être dans la lune, comme ça, il va penser à son match. Attends, ouais, mais là, on a battu cette équipe, ils ont joué en 5-3-2, vas-y, il fallait que je fasse ça, que je mette le gars là. Concrètement, c'est un psychopathe du football. Donc forcément, au bout d'un moment, Guardiola, il est fatigué de devoir aussi motiver constamment ses joueurs. Il y a aussi des problèmes un peu de vestiaire, des joueurs qui ont besoin d'un nouveau souffle aussi. L'équipe qui a besoin d'être renouvelée. Guardiola, il sait que dans cette équipe-là, il peut pas. Forcément, il a des joueurs qui sont exceptionnels d'un côté. T'as Messi, t'as Iniesta, t'as Xavi, t'as Busquets, t'as Daniel Alves. T'as des joueurs qui sont incroyables, qui sont des légendes de chacun à leur poste. Et c'est difficile. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu en début de vidéo, Guardiola le dit que c'est plus facile pour un peu remettre des idées, des nouvelles idées comme ça et faire comprendre à ton équipe, faire passer des messages, tout ça, quand tu renouvelles une bonne partie de l'effectif. Et là, tu as un effectif en fait que tu ne peux pas renouveler tout simplement. Tu ne peux pas déjà par la qualité, mais aussi par l'image. Tu n'enlèveras pas Iniesta ou Xavi du milieu juste parce que tu veux renouveler tes idées. C'est pas cohérent. Donc il est fatigué aussi par le côté politique aussi. On le sait qu'à Barcelone, il y a un côté très politique tout autour du club. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui essaient de s'accaparer le club, il y a des hommes politiques et des gens qui tournent autour du club qui essaient de s'accaparer aussi même Pep, tu vois, avec même Rossell qui essaie de prolonger Pep pendant 6 ans. Après t'as un autre gars qui a dit ouais, moi dans mon nouveau programme je fais venir Pep Guardiola. On connaît un peu les programmes des candidats au poste de président. Donc ces 4 années l'ont fatigué au point au final l'année d'après il a passé 1 an à New York tranquillement, incognito, j'ai envie de dire, personne ne le reconnaissait, il était assez tranquille. Donc une histoire d'amour qui se finit forcément pas très bien, qui laisse un petit peu un goût amer. Ça pose loin du football, va lui remettre les idées en place quand même et très vite il sera prêt quand même pour un nouveau challenge et pour reprendre une nouvelle équipe. Ces 4 années au Barça ont lancé sa carrière pour de bon. Il repart avec 14 trophées, c'est plus que n'importe qui dans l'histoire évidemment du Barça, mais c'est aussi le même nombre, si je ne me trompe pas, c'est aussi le même nombre de trophées que Guardiola lui-même a gagné en 7 ans avec City. Sauf que là il l'a fait en 3 ans. C'est pour vous dire à quel point à l'époque on a bien mangé. Ceux qui l'ont vécu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc je sortirai le 3e épisode, je ne sais pas encore quand, mais on parlera un petit peu plus de tactique, on rentrera un peu plus dans le domaine du terrain, tu vois. On parlera de Guardiola, son arrivée au Bayern et son passage donc un peu au Bayern et son début de passage à City. Donc on va parler des entraînements, un peu de Pep, on va parler un peu de tactique, tout ça, ça va changer un petit peu, ça va être sympa aussi je pense. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.